Alors, nous sommes en compagnie du professeur Édouard Louis qui travaille au CHU de Liège et qui sort d'une session sur les updates des traitements actuels. Donc aujourd'hui, à l'instant T, dans ce congrès, qu'est-ce qu'on peut dire des traitements qui existent dans la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique ? Merci. Donc effectivement, c'était assez informatif et clair parce que les 4 grandes catégories de traitement de maintenance finalement des maladies inflammatoires intestinales, il y a que les corticoïdes qui n'ont pas été abordés, les 5 ASA ont été abordés, les immunosuppresseurs, les anti-TNF et les nouveaux traitements, les anti-intégrines. Et donc, je vais peut-être donner un message clé pour chacune de ces catégories thérapeutiques. Pour le 5 ASA, c'était le 5 ASA, donc la mésalazine dans la maladie de Crohn, qui est toujours un peu controversée. C'est une conférence de Pia Munkholm qui montrait quand même qu'aujourd'hui, en Europe, malgré le fait que ça ne fait plus vraiment partie des guidelines de traiter avec de la mésalazine dans la maladie de Crohn, 20 à 30% des malades prennent toujours de la mésalazine et que quand on regarde les données de près, ce n'est pas toujours des grosses études contrôlées contre placebo, mais les données montrent qu'il y a une catégorie de malades qui peut-être bénéficient de la mésalazine aussi dans la maladie de Crohn, probablement des malades avec des formes plus superficielles, plus localisées et des malades chez qui, lorsqu'on arrête la mésalazine, la maladie rechute, ce qui tend à témoigner d'une certaine dépendance à ce traitement. Et donc voilà, je pense que c'est aussi une bonne nouvelle pour les patients, peut-être de leur dire que malgré tout, il y a une catégorie de patients qui continuent à bénéficier de ce traitement, qui est quand même un traitement bien toléré. Maintenant, il faut évidemment reconnaître aussi l'échec de ce traitement quand il est là et passer à autre chose. Alors autre chose, justement, ça peut être les immunosuppresseurs, et notamment l'Immurel, l'azatioprine, qui a été quand même pas mal réévalué et un petit peu décrié au cours des dernières années, alors qu'il a été utilisé très très largement dans les années 90 et années 2000. Et en fait, ce qui explique ça, c'est que les objectifs des traitements ont changé. C'est-à-dire dans les années 90 et 2000, on était content d'avoir une réponse clinique, d'avoir une diminution des corticoïdes. Et aujourd'hui, on demande une cicatrisation, on demande une rémission qui va au-delà des symptômes. Et là, les immunosuppresseurs, en particulier l'Immurel, sont peut-être un petit peu faits pour arriver à cet objectif. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que là aussi, il y a un sous-groupe de malades qui sont des vrais bons répondeurs à l'Immurel, qui sont extrêmement stables sous Immurel, qui représentent peut-être de nouveau 20% de ces patients, et chez qui le traitement est parfaitement adapté, avec quand même une petite réserve, c'est qu'il y a eu aussi, au cours des dernières années, quelques craintes par rapport à la sécurité du traitement, et que notamment chez des personnes plus âgées, au-delà de 60 ans notamment, certains risques, comme le risque de lymphome ou de cancer des voies urinaires, peut devenir significatif et ça implique qu'on réfléchisse à la durée de ce traitement ou en tout cas à ce traitement à partir d'un certain âge. Bon, les anti-TNF, on a dit beaucoup de choses évidemment sur les anti-TNF. Les points qui ont été abordés tournent surtout autour du fait qu'il faut les commencer avant que les complications ne se soient développées, avant que les sténoses de la maladie de Crohn ne soient là ou les fistules. Pourquoi ? Tout simplement pour éviter qu'elle ne se développe, qu'il faut optimiser le traitement. La dose standard ne convient pas à tous les malades, donc il faut pouvoir être flexible et adapter les doses. Et enfin, lorsqu'on a atteint un état de rémission profonde, il faut envisager une décroissance thérapeutique parce que ce traitement, pour être pleinement efficace, devrait être utilisé en traitement combiné avec un immunosuppresseur. Ça potentialise son effet, mais ça veut dire aussi que potentiellement on a plus de toxicité en termes de risques infectieux, etc. Et donc l'idée est malgré tout d'essayer à un moment donné de décroître le traitement, premièrement en envisageant d'arrêter l'immunosuppresseur, qui est quand même le plus toxique des deux et aussi le moins efficace, et peut-être aussi, si on n'envisage pas d'arrêter l'anti-TNF, ce que je pense il ne faut pas envisager de façon trop rapide ou trop facile, en tout cas peut-être diminuer les doses d'anti-TNF. Et en monitorant les taux de médicaments chez des malades en rémission, on peut se donner la possibilité chez certains malades de diminuer un petit peu la dose. Il y a probablement 20% des malades ou 25% des malades qui pourraient être en rémission avec des injections un peu moins fréquentes ou des perfusions un peu moins fréquentes. Et puis, dernière catégorie de traitement, c'est la nouvelle catégorie, ce qu'on appelle les anti-intégrines, qui sont des anticorps monoclonaux. Et puis, il y a également des molécules orales, mais qui vont inhiber la migration des cellules immunitaire et inflammatoire au niveau de l'intestin et donc en quelque sorte couper les vivres de l'inflammation. Ces traitements, il y en a maintenant plusieurs qui ont montré leur efficacité à la fois dans le Crohn et dans la rectocolite et donc ça c'est une nouvelle promesse je dirais de traitement pour les malades. Il y en a un qui est déjà disponible en Europe qui est l'Antivio, mais il y a d'autres médicaments de cette catégorie qui arrivent et qui vont effectivement multiplier les options thérapeutiques pour les patients. Merci beaucoup. Merci.